OK, donc bienvenue dans ce troisième vidéo de la RMN où on a parlé donc les deux premières notions de base et ensuite déplacement chimique. Mais dans un spectre RMN, il y a l'information du déplacement chimique, c'est-à-dire où il se trouve dans le spectre. Donc ici, on voit ici. Mais il y a plus d'informations que ça. Il y a aussi l'intégration, c'est-à-dire le pic, il est-tu gros? Ça donne-tu une patate comme ça? Ou un pic comme ça? Ou un pic comme ça? Et il est plus gros, ça veut dire quoi? Et il y a aussi le fait qu'il y ait deux pics dans le même signal, qu'il y en ait trois, qu'il y en ait un tapon, qu'il y en ait juste un. Donc ça, c'est la multiplicité. OK. Donc, intégration et multiplicité. Commençons par l'intégration. Donc, dans la même molécule qu'on avait tout à l'heure, dans la vidéo précédente, donc si on regarde cette molécule-là, on avait déjà décerné que ce signal-là ici est associé aux aromatiques, ce signal-là ici, qui est plus près de l'oxygène, était associé à celui-là ici, et le dernier signal, les trois hydrogènes qui sont là, donc qui sont près du carbonyle, donc qui sont plus loin de l'oxygène dans le fond, est moins déblindé ou plus blindé. OK. Donc, l'intégration, ça nous donne une information, c'est-à-dire qu'on demande à l'appareil, imaginons que ce spectre-là était dans un petit quadrillé. En fait, on lui demande de calculer le nombre de petits carrés qu'il y a en dessous. Imaginez là, que les vieilles feuilles millimétriques, où on avait des petits carrés. Combien j'ai de carreaux en dessous de ça? Il doit y avoir pas mal de carreaux en dessous de ça comparé à lui. Là. On voit qu'il est fin, il ne doit pas avoir beaucoup de petits carreaux en dessous. En fait, ce qu'on demande à l'appareil, c'est calcule-moi donc la surface en dessous du spectre, du signal, calcule-moi la surface en dessous du spectre et la surface en dessous du spectre. Tout ça est relative. Donc, ce qu'il va nous donner, c'est qu'en fait, le rapport des aires de ça, donc le rapport, c'est ce qu'il nous donne ici. J'ai calculé ça, j'ai calculé, puis bon, ça, c'est toute l'air qui est en dessous ici. Ici, j'ai calculé l'air qui est en dessous de ce spectre-là, ça va de là à là. Et ici, j'ai calculé l'air de là à là, ça va de là à là. Donc, on voit que le rapport des intégrations par rapport à ça, donc c'est 5 à 2 à 3. Donc, les valeurs, là, ils sont indiqués en petit, 4,99, je pense, 2,80, 2,04, je ne le vois pas bien à l'écran, mais je pense qu'on peut le voir, là, que c'est 5, 2 à 3. Donc, effectivement, ces 5-là sortent ensemble, ces 2-là sortent ensemble, et ces 3-là sont ensemble. C'est ça ce qu'elle nous donne l'intégration. C'est le nombre d'hydrogène qu'il y a dans le signal. On le savait déjà qu'il sortait là, parce que tu nous avais donné l'idée que ça sort généralement comme le benzène à 7,26 ou proche, et puis, quand les deux qui restent, ben, lui était plus proche de l'oxygène, puis lui était plus loin. Donc, on les avait déjà signés. Oui, dans ce cas-là, on l'avait déjà fait. Mais des fois, c'est pas si facile que ça. Donc, on a besoin de plus d'informations. Donc, l'intégration va nous aider à le faire. Et faites attention, le rapport d'intégration, c'est toujours relatif. Donc, ici, c'est 5, 2, 3, mais ça pourrait être 10, 4, 6. Ça pourrait être un autre multiple, encore 15, 6 et 9, par exemple. Mais généralement, nous, dans notre cours, on sait c'est quoi notre molécule et on sait combien on a d'hydrogène. Donc, on va être capable de trouver de bons rapports d'intégration. OK, donc ça, c'est l'intégration. C'est pas très compliqué à faire. Je vais vous montrer tout à l'heure comment le faire là, dans la dernière vidéo où on doit rapporter, qu'est-ce qu'on doit rapporter dans le rapport. Donc, ça, c'est l'intégration. Maintenant, allons pour la multiplicité. C'est beaucoup plus complexe. Je vais essayer d'y aller de façon simplifiée sans que ça soit trop long. On doit un peu tourner les coins ronds, j'avoue. Sinon, ça serait beaucoup trop long. Puis, en se focalisant sur ce qui est nécessaire pour le coup. Okay, lorsqu'un H n'a pas de voisin, le H ou les carbones adjacents, dans ce cas-là, on va avoir juste un pic. Pas de voisin, ça veut dire quoi? Donc, je suis un H, je suis un H. Ça, c'est je suis un H. Je suis sur un carbone. Et sur le carbone voisin, il n'y a pas d'autre H. C'est ça que ça veut dire. OK, ça donne un signal. Lorsque le H a un voisin, donc je suis un H sur un carbone, il y a un carbone voisin, et ce carbone-là possède un H. OK? Et le fait qu'il possède un H, ça va m'affecter. Je vais avoir deux pics dans ce cas-là. Si j'ai deux voisins, je vais avoir trois pics. Donc, en fait, la règle, c'est N plus 1. N étant le nombre de voisins. Donc, si je suis un hydrogène, je sors selon les déplacements chimiques, j'ai un chlore par là-bas, j'ai un oxygène par là-bas, je calcule mon déplacement chimique, je sors à tel endroit, OK, 3,5 ppm par exemple, et mon signal, effectivement, il sort à 3,5, mais il y a deux pics. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le carbone voisin, en fait, tous les carbones voisins, ça se peut qu'il y en ait juste un, il y a un voisin, il y a un hydrogène. C'est bon comme information, ça. Au niveau de la structure, ça me permet de dire que cet hydrogène-là est sur un carbone, dont le carbone voisin a un H. Là, je commence à pouvoir faire des liens avec ma structure, c'est drôlement utile. Évidemment, ça complexifie le spectre, mais ça donne de l'information. Donc, comment expliquer cette affaire-là? C'est-à-dire que le fait que, parce que je vois un voisin, ça va changer. Donc, si j'ai deux voisins, je vais avoir trois pics dans mon affaire. Si j'ai trois voisins, je vais avoir quatre pics dans mon affaire. Donc, c'est vraiment une information intéressante. Mais comment ça se peut? Comment ça se fait que dans le champ magnétique, ça crée cette affaire-là, en fait?
OK, donc au moment où un H est excité, on l'a vu, on va l'appeler HA, celui qui est excité, celui que j'observe, ou celui que quand je dis que je suis le proton, ça va être le HA. OK? Il peut voir ses voisins. Donc le H voisin, qu'on va l'appeler HB, celui qu'on observe HA, celui avec lequel il est couplé, on va l'appeler HB. Génère un faible champ magnétique. Ah oui, on le sait que les H, ils génèrent des faibles champs magnétiques. Ils peuvent s'aligner qu'avec le champ magnétique, contre le champ magnétique, etc. Mais non nuls, ça on le sait, pouvant être alignés ou opposés avec H0. C'est vrai que si celui que je regarde, c'est HA, donc c'est lui que je regarde qui est en train d'être excité puis qui revient à l'équilibre, c'est ça qu'on observe, je dis son retour à l'équilibre. Pendant ce temps-là, le HB qui est à côté, si c'est un H qui est différent, il ne sera pas excité pendant que lui, il l'est. Donc pendant que lui est excité, ben, c'est vrai que lui peut être avec le champ magnétique ou contre le champ magnétique. Parce que c'est ce qu'on a vu que les hydrogènes y font. Et on se rappelle que le rapport, c'est 50-50. Illustrons-le avec un petit schéma. OK? Donc, c'est ce que j'ai noté. Donc, selon le sens dans lequel le petit champ magnétique du voisin est aligné, je suis un HA, je regarde le voisin HB, la moitié des HB que je vois, parce que je parle de moi, mais c'est des millions de molécules. Donc, de temps en temps, ce que je vois à côté, il est avec le champ magnétique, et dans d'autres molécules, il va être aussi avec, mais il va aussi contre. En moyenne, la moitié à peu près sont avec le champ magnétique, ils voient le HB avec le champ magnétique, et l'autre moitié contre le champ magnétique. OK, ça va avoir effet comme effet d'augmenter ou diminuer le champ magnétique ressenti par HA. S'il est comme ça avec le champ magnétique, bien, le champ magnétique que moi je ressens, c'est le gros champ magnétique plus le champ magnétique du voisin. Et la moitié du temps, c'est contre le champ magnétique. Donc, le champ magnétique que je ressens, moi, c'est le H0, donc le gros champ magnétique, moins ça, bien, ça pointe dans l'autre direction. Allons-y avec un schéma. OK? Et je vous ai mis ici là, la résonance toujours en fonction du champ magnétique. Donc, s'il y a un effet sur le champ magnétique, ça va changer la résonance que j'observe. La résonance étant, comme on l'a vu, les ppm. Là, on transforme les résonances en ppm pour que ce soit plus facile à lire. OK. Donc, dans le premier cas, on n'a pas de voisin. OK? Allons-y avec quelque chose de simple. Donc, j'ai un HA qui est sur un carbone, qui est porteur de différents groupements. Là. C'est vraiment... J'ai mis des lettres, j'ai mis des carrés et des triangles. Ici, aucun voisin. OK? Donc, le signal RMN de HA, sans voisin, je l'ai appelé SV, juste pour dire que c'est sans voisin. Donc, la fréquence qui va être observée dans ce cas-là, c'est donc nu de SV, donc sans voisin. Oui, effectivement. Je regarde, je suis là, je n'ai pas de voisin, j'ai un champ magnétique, donc la fréquence à laquelle je vais être excité, ça va être en fonction de H0 directement. Maintenant, imaginons que j'ai un voisin. Donc, je suis encore HA. Maintenant, j'ai un voisin, HB. Donc, c'est quoi les possibilités pour HA? Donc, HA, donc, comme dans l'exemple ici, donc il y a le gros champ magnétique qui va ressentir, mais il y a deux possibilités pour son voisin HB. Il peut être soit avec le champ magnétique, ou contre le champ magnétique. Et la moitié du temps, comme on l'a vu, à température de la pièce, il y a assez d'énergie pour que HA soit avec le champ magnétique ou contre le champ magnétique. Donc, s'il est avec le champ magnétique ressenti, c'est le champ magnétique plus un peu plus, c'est-à-dire la petite flèche rouge, puisque c'est le champ magnétique du HB. Et ou le champ magnétique, ça va être, dans l'autre cas, H0, oui, moins le champ magnétique provoqué par HB. OK. C'est ce que j'ai noté ici. Donc, le signal du RMN avec voisin, que j'ai appelé AV, en fait, donc le champ magnétique de lui ici, donc par rapport à ma valeur de base, donc si je n'avais pas de voisin, je serais ici, entre les deux. Je vous ai mis une petite flèche ici. Évidemment, je n'ai pas de signal là parce que ça, c'est la valeur de base sans voisin. Et il n'y en a pas de voisin, il y en a un voisin. Il n'y a pas de signal là. Mais, donc, il y a une partie des hydrogènes HA que quand il voit le HB qui est aligné avec le champ magnétique, bien, le champ magnétique est plus élevé. Donc, la fréquence est plus élevée, parce que je vous rappelle que la fréquence est en fonction du champ magnétique. Donc, ça peut aussi, donc l'autre hydrogène, la moitié des autres hydrogènes, eux, ce qu'ils vont sentir, c'est le champ magnétique moins HB, parce qu'il va dans l'autre sens, l'autre moitié. Donc, le champ magnétique ressenti est plus faible, donc les fréquences sont plus faibles. J'obtiens deux signaux. J'ai un voisin, j'obtiens deux signaux. N plus 1, la règle de N plus 1, j'obtiens deux signaux qui sont équivalents. Parce que je vous ai dit que c'est à peu près 50-50. Ils ne sont pas parfaitement équivalents, mais c'est 50,001 puis 49,999. Donc, on peut dire que c'est équivalent. Donc, voilà pourquoi on obtient donc ce qu'on appelle une multiplicité. Dans ce cas-ci, on va l'appeler un doublet. Parce que 2P. Et maintenant, si j'en ai deux voisins, qu'est-ce qui va arriver si j'ai deux voisins? Oui, ça va être un peu plus compliqué. Effectivement. Donc là, le HA qui est ici,
avec un voisin HB, qu'est-ce qu'il peut avoir si j'ai deux voisins? Donc, il y a un HB là et un autre HB là. Un CH2, finalement, le HA qui est là, est à côté d'un CH2. Donc, qu'est-ce qui peut arriver? Il peut ressentir le H0, OK, le gros champ magnétique, plus deux petits champs magnétiques où les deux sont alignés du même côté. Donc, parmi la masse de millions de molécules, il y a différentes possibilités parce que c'est une chance sur deux qui se retrouvent en haut ou par en bas. Donc, ils peuvent soit se retrouver du même côté, soit celui d'en haut est par en haut, celui d'en bas est par en bas, ou celui d'en bas est par en haut et celui d'en haut est par en bas, c'est facile à dire, ou les deux peuvent être par en bas. Donc, je vous rappelle, ces petites flèches-là, c'est les champs magnétiques qui vont modifier les champs magnétiques ressentis par le HA. Donc, le HA qui est à côté de deux HB qui sont avec le champ magnétique, bien, le champ magnétique qu'il va ressentir va être plus élevé, c'est ce que j'ai noté là. Donc, l'effet de H0, ici, plus un effet d'HB, plus un effet de HB. Donc, par rapport à la valeur du milieu, il va vraiment bouger par rapport à des champs magnétiques plus élevés, donc à des fréquences plus élevées. Donc, ces deux-là vont être pareils. Hein? Ils vont s'annuler, dans le fond. Celui-là pointe par en haut, celui-là pointe par en bas, celui-là pointe par en haut, celui-là pointe par en bas. C'est la même chose que s'il n'y avait pas de voisin. Voilà pourquoi je vous ai mis cette flèche-là ici, ou comme s'il n'y avait pas de voisin. Parce qu'effectivement, c'est plus, moins. Donc, ça, on revient à uniquement H0. Et je vous ai mis ce pic-là plus important. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de possibilités. Parce qu'il y a cette possibilité-là et cette possibilité-là. Alors que pour lui, il y avait une seule possibilité-là, c'est celle-là ici. Et la dernière possibilité, c'est où les deux sont contre le champ magnétique. Donc là, on diminue plus le champ magnétique. Voilà pourquoi on a celui-là. Et lui, il y a juste une possibilité. Donc voilà pourquoi ça nous donne un triplet, effectivement, mais que les intensités pour un triplet vont toujours être de 1, 2 et 1. Donc plutôt qu'expliquer ça de façon comme ça, qui est quand même, à mon avis, plus pédagogique, on peut le montrer d'une autre façon, et vous allez le voir dans beaucoup de livres, avec ce qu'on appelle un arbre de couplage, où on va montrer que par rapport à un signal, si j'avais un signal avec aucun voisin, j'obtiens un signal. Si j'ai un voisin, j'ai une constante de couplage qu'on va appeler J. Hein? Pourquoi? Je ne m'en souviens plus, j'avoue. Constante de couplage, donc J, elle va toujours être donnée en Hertz et non en ppm. Donc, elle est donnée en Hertz. Donc, si j'ai un voisin, ça va donner ça. Et si j'ai deux voisins, bien, chacune des branches de mon doublet va être dédoublée par un deuxième. Donc, ce n'est pas aussi représentatif que ce qui est au-dessus. L'avantage, c'est que ça va beaucoup plus vite que dessiner cette affaire-là ici. Et donc, on peut facilement trouver la constante de couplage. Et on voit que mes branches, celle-là ne s'est jamais couplée avec une autre branche, alors que celle-là ici s'est couplée avec cette branche-là, sont rencontrées dans le milieu, donc 2 fois plus d'intensité. Donc là aussi, on est capable de retrouver l'intensité 1, 2, 1. Et on est capable de calculer la constante de couplage. Ici aussi, on est capable, ce serait la distance entre ce point-là et ce point-là, qui va être la même que la distance entre ce point-là et ce point-là. C'est ce qu'on appelle la constante de couplage, qui va être caractéristique à certains composés, à certains types de couplage, d'atomes et de liaisons. Donc, un élément qu'on va peut-être retrouver dans le cadre du cours, mais que je voulais insister là-dessus, c'est que le voisin doit obligatoirement être magnétiquement différent pour engendrer un couplage. C'est-à-dire que si le HA il est excité, puis donc un voisin, par exemple, donc il voit HB qui est avec le champ magnétique contre le champ magnétique. Si HA est excité, et son HB, finalement, est excité lui aussi, bien, ça veut dire que si HA est excité, puis que lui est excité, donc ils sont magnétiquement équivalents, c'est comme s'ils étaient les deux sur, par exemple, les deux hydrogènes d'un CH2. Donc, s'ils sont excités en même temps, ça veut dire qu'ils sont pareils. Donc, ils ne peuvent pas être couplés ensemble, parce que les CH2, je vous ai dit qu'ils étaient magnétiquement équivalents, ils ne sont pas couplés ensemble. Donc, d'où l'exemple où on a ça ici. On serait tenté de dire le CH2 qui est là, bien, il y a deux voisins. Il va donner un triplet, c'est ce que nous a montré. Oui, mais il va être couplé uniquement avec les hydrogènes qui sont différents de lui. Alors que regardez l'environnement de ce CH2-là et de ce CH2-là, ils sont équivalents. Donc, ça va donner juste un pic, cette affaire-là. Parce qu'il ne sera pas couplé. Parce qu'ils vont tous être excités en même temps. Les hydrogènes sont uniquement couplés avec les hydrogènes qui ne sont pas excités en même temps qu'eux. Donc, il suffit de changer un dégroupement, où là, ce CH2-là est différent de celui-là. Conséquemment, ils vont sortir à des endroits différents dans le spectre. Il faut dire que lui est près d'un chlore, qui est plus électronégatif que lui. Donc, lui va être des ppm plus grands que lui. Et maintenant qu'ils sont différents, bien là, pendant que lui est excité, lui n'est pas excité. Et là, il peut être couplé avec. Lui va donner un triplet, et lui va donner aussi un triplet. Donc, quand je vous disais que les doublets vont donner 2 pics, les triplets 3 pics, et je vous ai parlé des intensités, donc, à mesure qu'on met de plus en plus de groupements, on pourrait jouer encore avec les petites flèches, là, mais ça commencerait à être compliqué. On peut faire ça simplement avec les triangles de Pascal, qu'on appelle, donc où on a, par exemple, pour
Si on a 3 voisins, ça va donner un quadruplet qui était indiqué complètement au bout à droite. Et les intensités vont être 1, 3, 3, 1, comme il était indiqué ici. Donc, on a des pics à chaque extrémité qui sont d'intensité 1 et les 2 pics du centre sont d'intensité 3. Ça, c'est important parce que si jamais vous avez un spectre puis vous voyez cette affaire-là ici, vous allez dire « Ah, j'ai un quadruplet! » Donc, évidemment, imaginons notre ligne de base qui est ici. « Ah, j'ai un quadruplet! » Non, non, non. Un quadruplet, l'intensité, c'est 1, 3, 3, 1. Ici, ce n'est pas 1, 3, 3, 1, c'est 1, 1, 1, 1. Donc, en fait, ce que vous avez ici, c'est un doublet là et un doublet ici. Vous avez 2 doublets. Donc, faites attention à ça. Donc, si vous avez... C'est l'erreur qu'on le fait le plus souvent là, au niveau du quadruplet. On pense que c'est un quadruplet. Non, non, un quadruplet, c'est l'intensité 1, 3, 3, 1. OK. Donc, si jamais vous ne vous rappelez plus c'est quoi ces intensités-là, c'est pas grave. Je ne vous demande pas d'apprendre ça par cœur. Vous savez maintenant où aller voir. C'est le triangle de Pascal que vous avez ici. Voici les constantes de couplage. Donc, les constantes de couplage sont généralement entre 0 et 20 ppm, et 20 Hz. Assez souvent, même entre 0 et 10. Quelquefois, ils sont au-dessus de 10. Donc, vous avez des valeurs assez typiques. Là. Donc, lorsque vous avez des systèmes aliphatiques, donc sur des liaisons saturées qui ne sont pas dans des cycles, entre 6 et 8 Hz. Dans les aromatiques, vous voyez ici, donc ça, c'est pour on va appeler une J3, ce que j'ai marqué ici. J3, ça veut dire quoi, J3? Ça veut dire que cet hydrogène-là couplé avec cet hydrogène-là, ils sont séparés par 1, 2, 3 liaisons. Donc, tout le terme 3. Même chose ici. Donc, dans un aromatique, 1, 2, 3 liaisons, à peu près la même valeur. Dans un système aromatique, on peut même avoir des J4 ici. 1, 2, 3, 4. Mais ce couplage-là est tout petit. Évidemment, vous me direz, c'est pas son voisin direct. Non. Mais il y a quand même des couplages possibles qu'on voit pas souvent dans nos appareils. Ça prend des appareils plus puissants. Des couplages de 1 Hz ne sont pas faciles à voir. Donc, vous avez ici des valeurs. On ne va pas passer longtemps dessus. Si vous faites des cours plus avancés, vous allez voir que le fait qu'on ait des couplages différents lorsque c'est des positions axiales et équatoriales dans un cycle à 6, rappelez-vous vos chaises de chimie organique, fait en sorte qu'on peut vraiment avoir beaucoup d'informations sur la structure d'une molécule. Donc ici, c'est simplement des groupements où vous avez, par exemple, ça ici, où vous avez un CH2 voisin d'un autre CH2. S'ils sont différents, ça donne 2 triplets. Et si vous avez, par exemple, ici, celui-là ici, qui est un CH, qui est voisin de 2 CH3 qui sont équivalents. Donc, ce H-là a donc 3 voisins plus 3 voisins équivalents. Donc, ça fait 6 voisins. 6 plus 1, ça fait 7. Donc, il y a 7 pics. Alors que les 2 CH3 qui sont là sont équivalents, donc ils sortent ensemble. Et leurs voisins, bien, il y a juste un CH, donc ils sortent en doublet. Toujours la règle du N plus 1. Donc, la constante de couplage entre 2 H couplés entre eux est identique pour chaque multiplet. Donc, vous voyez que la constante de couplage de A à B, c'est la même que B à A. C'est bien niaiseux ce que tu nous dis là. C'est bien niaiseux, mais c'est vraiment utile. En fait, rappelez-vous, moi, la règle que je dis, c'est si je te donne la main, nécessairement, tu me donnes la main. Si je me couple à toi, je suis couplé avec toi, nécessairement, toi, tu es couplé à moi. On se donne la main, c'est mutuel. Et ça peut aider pour savoir où sont placés nos trucs. C'est-à-dire que si j'ai plusieurs couplages dans mon molécule, bien, ce couplage-là, ces deux-là vont avoir des couplages identiques. On va dire, ah, ceux-là, ils sont ensemble. Ils sont un voisin de l'autre puisqu'ils ont la même J, la même constante de couplage. Ça paraît ridicule, mais ça peut être une information assez importante. Donc, on a fait à peu près le tour de la multiplicité. Donc, ce qui nous reste maintenant à voir, c'est comment on va faire le rapport avec toute cette information-là. Il nous en a parlé, le DAO des affaires, le déplacement chimique, l'intégration, la multiplicité. Des fois, les molécules sont complexes. Il faut trouver lesquels signaux sont lesquels. Donc, c'est ce qu'on va faire un petit peu dans le prochain vidéo.